ici dans le Var. D'abord, profiter de ce magnifique climat. Il ne fait pas mauvais à Bordeaux non plus, dans le sud du soleil, de ce paysage magnifique. Tout à l'heure, Madame la sénatrice, que je n'ai peut-être pas saluée, qui est là, pardon, je ne la voyais pas, et Sia Dumel me disait que c'était le plus beau département de France. Voilà. Et la langue la plus belle que lui. Vous avez beaucoup de raisons de dire cela. Donc, que suis-je venu faire, outre le plaisir d'être parmi vous pour cette journée de fête? Merci, monsieur le maire, d'avoir eu la délicate attention de me la souhaiter. Il va falloir que je le rappelle dans mon cercle familial, parce que vous avez été le premier. Voilà. Merci. Je suis d'abord venu vous écouter. Depuis des mois et des mois, enfin, on pourrait même dire depuis des années, mais depuis des mois et des mois, ce que je souhaite, c'est aller à la rencontre des Françaises et des Français, parce que je sais que nos concitoyens ont aujourd'hui trop souvent le sentiment que ça tombe d'en haut et qu'on ne les écoute pas. Et donc, je veux aller sur le terrain pour entendre les inquiétudes, les attentes, les propositions des Françaises et des Français. C'est dans cet esprit tout à l'heure que nous avons été réunis à la capitainerie du port avec toute une série de maires et de spécialistes du risque inondation. Je sais combien ce risque est prégnant ici, je sais aussi que vous avez vécu des événements dramatiques avec des morts. Bordeaux, nous sommes aussi confrontés à ce phénomène d'inondation, donc j'ai été très attentif à ce que m'ont dit les maires. Le message, il est clair. Il faut pouvoir réagir plus rapidement, et quand il faut faire des travaux d'urgence, il faut éviter d'être paralysé par des normes excessives ou abusives. Et donc je serai très attentif aux propositions de simplification de la législation qui viendront par la voie de cet amendement. J'en tire aussi une leçon plus générale. C'est qu'une des difficultés de la société française aujourd'hui, et de l'économie française, c'est que nous étouffons de l'excès de normes. On fait trop de lois, on fait trop de textes, on fait trop de réglementations qui paralysent l'initiative dans tous les secteurs. C'est vrai pour les maires, qui sont pourtant en première ligne vis-à-vis de leurs concitoyens. C'est vrai pour nos paysans, qui manifestent notamment pour combattre cet excès de réglementation. Quelles sont les leçons que je tire de ce Tour de France? C'est d'abord que la France ne va pas bien. Je le dis sans sectarisme et sans catastrophisme, la France ne va pas bien, et si nous continuons comme ça, je dis même que nous allons dans le mur. L'économie française se traîne, le chômage ne recule pas, la croissance n'est pas au rendez-vous, nous n'arrivons pas à réduire réellement nos déficits publics, ce qui fait que notre dette continue à s'emballer, et ceci nous conduit vers de graves difficultés demain. Il faut donc réagir. Pourquoi en est-on là? Nous sommes pourtant dans une conjoncture très favorable. Le prix de l'essence, enfin en tout cas du pétrole, n'a jamais été aussi bas. Les taux d'intérêt sont pratiquement à zéro. Et puis l'euro n'est plus aussi fort qu'il l'était dans le passé. Donc on devrait profiter de la reprise autour de nous, de la reprise américaine et de la reprise mondiale. Ce n'est pas le cas. Bonjour. Ce n'est pas le cas, pourquoi? Parce que depuis 2012, la France est mal gouvernée. Je le dis comme je le pense. Il y a d'abord eu une campagne électorale dont le seul objectif était de dénigrer le prédécesseur de l'actuel président de la République. Il est en train de se rendre compte qu'il a fait quelques erreurs en ce sens. Donc les mea culpa vont se succéder. On découvre que la TVA compétitivité, c'était pas si mal finalement. On va bientôt découvrir que les heures supplémentaires, c'était pas si mal non plus. Et que la façon dont nous avions conçu la réforme territoriale était peut-être plus intelligente et plus simple que ce que nous faisons aujourd'hui. Et puis surtout, on assiste en permanence à des changements de cap, ou alors à des promesses démagogiques. Après avoir matraqué les Français d'impôts, une augmentation dont on n'avait jamais vu un exemple dans le passé à ce degré-là, bien maintenant on nous annonce à l'approche des élections que ça va baisser. Je ne suis pas sûr d'ailleurs que la direction qui est prise soit la bonne. Il faut bien sûr que ceux qui gagnent beaucoup payent beaucoup. Il faut que ceux qui gagnent peu payent aussi un peu. Parce que sinon, on déresponsabilise complètement les citoyens. Donc, exonérer plus de la moitié des Français de tout impôt, c'est pas une bonne réforme. C'est une réforme démagogique qui prépare peut-être les élections, mais c'est pas une bonne réforme. Je pourrais en dire autant d'autres réformes qui vont dans le même sens et qui déresponsabilisent. Le tiers payant généralisé, c'est pas non plus une bonne réforme. Tous les nations vous le diront parce que ça va favoriser la surconsommation médicale et médicamenteuse. À un moment où, au contraire, il faut maîtriser nos dépenses. Donc il faut vraiment changer d'état d'esprit. Puis on est dans une sorte de crise politique quand même. Parce que le président a perdu une bonne part de sa crédibilité. Aujourd'hui, je suis gentil, j'aurais pu dire la totalité. Il n'a plus de majorité.
Vous savez que M. Macron, qui est le, comment elle l'appelle, hein, Madame Royale, le bébé Macron. Ils s'aiment follement entre eux en plus. M. Macron, il est ovationné au MEDEF et hué au Parti Socialiste. Mais c'est le Parti Socialiste qui devrait soutenir le gouvernement, c'est pas le MEDEF. Vous comprenez qu'on est paumé, quoi. On n'y comprend plus rien. Donc il va falloir changer tout ça, et c'est pour ça qu'il faut préparer vigoureusement l'alternance de 2017. 2 ou 3 idées directrices, parce que vous avez chaud, non? Vous bronzez, c'est bien. Moi, j'ai déjà perdu tout le mien, là. Celui du mois d'août. On aurait pu se mettre au soleil aussi, monsieur le maire. Donc, je disais 2 ou 3 directions de recherche. D'abord, il faut libérer les énergies en France de tous ceux qui travaillent, qui innovent et qui entreprennent. On a besoin d'un grand vent de liberté sur ce secteur de notre économie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire d'abord qu'il faut laisser la liberté de négocier le temps de travail. Ces 35 heures nous paralysent. 7 Français sur 10 aujourd'hui sont prêts à dire « Laissons la liberté de négociation aux entreprises et aux branches professionnelles, un peu de liberté ». Agissons aussi sur le poids des charges, naturellement. Simplifions le code du travail. Le secrétaire général de la CFDT, vous voyez que les esprits évoluent, nous dit que le code du travail en France est illisible. Rendre-le lisible. Simplifions-le. Je prends les paris. On va nous présenter une réforme cosmétique, alors qu'il faut vraiment aller au fond des choses. Quand vous écoutez les patrons aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils vous disent? On n'embauche pas, on pourrait embaucher, mais on n'embauche pas. Parce que si demain, ça ne va pas bien, et qu'on est obligé de licencier, et on licencie jamais de gaieté de cœur, eh bien c'est tellement long et tellement difficile qu'on préfère ne pas embaucher. Et donc il faut faire sauter ce verrou pour relancer le marché de l'emploi, parce que tout passe par là. Tant qu'on n'arrivera pas à donner du travail à la grande majorité des Français, tant qu'on aura un taux de chômage de 10%, tant qu'on ne l'aura pas ramené aux alentours de 5%, eh bien notre société sera malade comme elle est malade aujourd'hui. Ça doit être la priorité de la politique économique que nous mènerons demain. Il faudra aussi, bien sûr, revoir notre fiscalité. Il y a beaucoup d'argent en France, il y a beaucoup d'épargne, et elle ne s'investit pas suffisamment dans nos entreprises pour financer leur développement. Il y aura là aussi des mesures fiscales à prendre. Ça, c'est le premier axe. Le deuxième axe, c'est de mieux utiliser l'argent public. 57% de tout ce que l'on fabrique dans une année va à la dépense publique. C'est beaucoup, c'est trop. Il va donc falloir remettre de l'ordre dans tout ça, en utilisant mieux cet argent de façon plus juste, celui que dépense l'État. Les collectivités territoriales aussi sont prêtes à faire un effort, à une condition, c'est qu'on ne nous demande pas à la fois d'économiser et de dépenser plus, comme on le fait aujourd'hui. Et nous sommes tous les maires ou les présidents des conseils départementaux confrontés à ce véritable casse-tête, ce qui fait que je vous appelle le 19 septembre prochain à manifester pour dire que ça ne peut pas continuer comme ça. Il faudra faire aussi des économies dans notre protection sociale. Nous y tenons. Nous sommes attachés à la solidarité entre Français. Nous avons un bon système de protection sociale en matière de santé notamment, mais il faut le rendre plus efficace et plus juste parce qu'il souffre d'un certain nombre de dérives ou d'abus. Il y a en particulier une situation qui choque beaucoup, je le sais, et qui nourrit les votes extrêmes. Quand quelqu'un qui travaille au SMIC se lève de très bon matin et rentre tard le soir, et qui voit son voisin de palier qui, lui, est resté chez lui et qui bénéficie de l'addition de toute une série de prestations diverses et variées, on se dit que ça ne peut pas continuer comme ça. Il faudra donc remettre là aussi un peu d'ordre devant tout ça et redonner de la responsabilité, de la solidarité, de la générosité, oui, mais de la responsabilité et pas d'abus dans ces régimes. Enfin, troisième grande direction de recherche ou d'action ou de proposition sur laquelle je travaille, il y en a beaucoup d'autres, mais je ne veux pas vous lasser, l'éducation. Tout passe par là. Tout dépend de cela. Tout notre avenir se joue à l'école. D'abord parce que c'est là que l'on fait de nos enfants des adultes capables de faire jouer leur esprit critique. Voyez ce qu'on reçoit en permanence aujourd'hui sur Twitter, Facebook, etc. Je dis souvent que c'est la poubelle, hein. Donc il faut faire le tri. Et le tri, c'est quoi? C'est l'esprit critique, c'est vraiment la capacité de jugement et c'est le rôle de l'école. Ensuite, il faut transmettre des savoirs, à commencer par lire, écrire et compter, c'est le BABA. Et puis ensuite des valeurs. Oui, il faut apprendre à l'école que la République, c'est liberté, c'est égalité, c'est fraternité, c'est aussi laïcité, c'est aussi respect des droits fondamentaux de la personne humaine, et en particulier ce principe central qui est l'égalité entre les hommes et les femmes, qui est un des marqueurs de notre laïcité et de notre République. Et c'est l'école qui doit transmettre cela. L'école, elle doit aussi préparer
à la vie future de travail. 150 000 jeunes qui, à la fin de l'école secondaire, n'ont aucune formation. C'est une catastrophe. Il faut donc vraiment s'attaquer sérieusement à ce problème. Je pourrais dire aussi que près de la moitié des étudiants, au bout de 3 ans, sont en situation d'échec. Nous avons quelques tabous en France. Il paraît qu'il ne faut pas faire de sélection à l'entrée de l'université. Qu'est-ce qu'on fait? On l'a fait 3 ans après. Voilà. C'est une hypocrisie nationale, un peu trop tard. Donc il faut revoir complètement cela. Et je trace quelques pistes pour rénover notre éducation nationale. D'abord, mettre le paquet de 0 à 6 ans. C'est là que tout se joue. Il y a un chiffre qui m'a absolument frappé. À 3 ans, il y a des enfants qui ont 3 fois plus de mots de vocabulaire que les autres. Pourquoi? Parce que ces jeunes, on leur a parlé. Le soir, on leur a lu une petite histoire, on leur a chanté une petite comptine, et puis d'autres, on ne l'a pas fait. Et donc, il faut que l'école remette nos enfants en situation d'égalité. Et pour cela, il faut mettre l'effort là-dessus. Il faut alléger les effectifs des classes maternelles et des CP. J'ai fait des propositions en ce sens. Ensuite, la deuxième idée, c'est de donner une vraie direction dans les établissements scolaires. Aujourd'hui, les directeurs, malgré leurs mots, les proviseurs ou les principaux, n'ont pas réellement de pouvoir ni de légitimité. Or, vous le savez bien, moi je le vois, je pense que les élus le constatent aussi, quand vous entrez dans un lycée ou un collège, vous voyez dès le pas de la porte s'il y a un bon directeur ou s'il n'y a pas de directeur. Enfin, ça marche ou ça ne marche pas. Et donc, il faut renforcer l'équipe de direction et leur donner les moyens d'exercer véritablement la direction de l'établissement. C'est ma deuxième idée. La troisième idée, c'est qu'il faut remettre nos profs bien dans leur peau. Ils aiment leur métier. Je les ai interrogés. Ils m'ont envoyé plus d'1 millier de contributions. D'ailleurs, j'en publie une partie dans mon livre. Ils aiment leur métier, mais aujourd'hui, ils sont en désarroi parce qu'ils se disent qu'ils sont en difficulté pour l'assumer. Et donc, il faut là aussi mieux les former, en leur enseignant non seulement la discipline, qu'ils doivent eux-mêmes enseigner, le français, l'histoire, etc., mais en leur enseignant aussi l'art de diriger une classe. Ça ne se fait pas comme ça, au XXIe siècle, avec des élèves qui ne sont pas exactement comme on était nous. Je me souviens quand je me disais à mes parents, il y a tel prof qui n'est pas bien, qui m'a fiché une bonne note, on me disait, bon, mais travaille et tais-toi. Aujourd'hui, les parents, ils vont engueuler le prof. C'est un peu difficile. Donc, il faut créer aussi cette relation entre professeurs et enseignants. Voilà quelques idées que je mets sur la table. Et enfin, une dernière idée très importante. Et là, il y a bien des verrous culturels à faire sauter. Il est très important de redonner à l'apprentissage et à l'alternance une place fondamentale dans la formation des jeunes. Vous m'applaudissez, mais faites votre examen de conscience. Dans les familles, quand on dit, voilà, vous avez bonne lecture, tel enfant, il n'est pas fait pour faire des études longues jusqu'à Polytechnique ou Normal Sup, il vaudrait mieux l'orienter vers une filière professionnelle. Est-ce que vous applaudissez tous les deux mains? Il faut le faire, il faut le faire, parce qu'on peut faire une très belle vie professionnelle, une très belle vie personnelle, en s'engageant dans ces filières, d'autant plus qu'après on peut rattraper des filières longues. Donc voilà, remettons l'apprentissage au cœur du développement de nos enfants. On le dit depuis longtemps, résultat, l'année dernière, le nombre d'apprentis a baissé de 8%. Hein? Donc on fait exactement le contraire de ce qu'on dit. Il faudra aussi... Voilà. Je me laisse emporter par l'éloquence parce que j'ai écrit ce bouquin, donc je suis en train de vous le restituer. Mais achetez-le quand même. Voilà. Je crois que beaucoup d'entre vous l'ont fait. Voilà un certain nombre de réformes qu'il faudra entreprendre. Je terminerai par un mot. Tout va passer par la confiance, qui aujourd'hui n'existe pas. Les Français n'ont pas confiance dans ceux qui les gouvernent, et c'est ce sentiment de confiance qu'il faut recréer. Ça ne se décrète pas. On ne peut pas faire une loi disant, voilà, la confiance. Non, ça se crée, la confiance. Eh bien, mon intention, c'est d'abord de demander la confiance des Français, non pas sur 110 propositions, mais sur 10 ou 15 réformes fondamentales, et je dirai la vérité, même si elle n'est pas toujours très agréable. Je préfère être battu en disant la vérité qu'élu en mentant. Ensuite, je ferai confiance aux Français, parce qu'il faut aussi leur faire confiance. On dit que c'est un peuple indocile, prompt à manifester, réticent au changement, c'est pas vrai. Je crois que les Français ont du bon sens. Dès lors qu'on leur fait confiance, je l'ai dit tout à l'heure, ils évoluent sur un grand nombre de sujets, ils voient bien la nécessité des réformes. Alors ça sera mon dernier message, faisons-nous confiance les uns les autres. Ayons confiance les uns dans les autres. J'ai dit un jour que je rêvais que les Français vivent heureux ensemble. On m'a dit que j'étais naïf. Ben, je ne vais pas renoncer à ce projet. On ne va pas renoncer à être heureux de vivre ensemble.
On a des problèmes aujourd'hui, bien sûr. Je ne vais pas évoquer, parce que je n'ai pas le temps aujourd'hui, la question des migrants, qui est une question extrêmement difficile, et donc je comprends vos inquiétudes. Mais enfin, retrouvons cette confiance réciproque, confiance dans l'avenir aussi, qui peut nous réserver de bien belles choses, et puis confiance dans ce pays qui est merveilleux, qui est magnifique. Sortez un peu de France, allez voir un peu à travers le vaste monde. Et quand vous reviendrez, vous direz, on est fiers d'être Français et on est heureux d'être Français. Vive la France! Alors, on ne parle jamais après le Premier ministre, mais comme on est à la longue, je vous parle. Moi, je vous dis, la confiance est là. On a confiance les uns les autres. Vous êtes dans la plus belle commune du Var. Vive la Lande, vive Bordeaux! Et je vous invite tous à partager le rosé de la Lande que M. Alain Juppé va venir découvrir. Merci à tous!